Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de la Société française de l'énergie tenu à l'occasion du Forum investisseur TPI Cap et à destination des actionnaires individuels. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Française de l'énergie est un producteur indépendant multi-énergie dédié à la réalisation de net zéro. Je suis en présence de Julien Moulin, président de la société. Bonjour monsieur. Bonjour. Avant de vous laisser la parole pour vous présenter, sachez qu'à l'issue de la présentation, monsieur Moulin se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions. Pour ce faire, je vous invite à les poser par écrit via l'onglet Questions en bas à droite de votre écran et je laisse la parole à présent à monsieur Moulin. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, Julien Moulin, président de la Française de l'énergie depuis plus d'une décennie. Je suis aujourd'hui là pour vous présenter les derniers développements de la société et puis vous rappeler également où nous en sommes au niveau de l'organisation et des axes de développement qu'on anticipe. Donc la Française de l'énergie est une équipe d'une centaine de personnes désormais, que je préside donc comme je disais depuis une dizaine d'années. À mes côtés, une équipe de management assez expérimentée sur les sujets de l'énergie. Et on couvre à la fois les sujets conception, réalisation, exploitation et maintenance des sites de production. Quelque chose qui a beaucoup évolué chez nous, c'est le renforcement de nos capacités d'innovation avec l'intégration il y a quelques années du groupe Cryopure et la nomination de Denis Claudy, qui est notre responsable de recherche, innovation, développement, qui était le patron du centre de recherche des procédés énergétiques des mines de Paris, qui a le prix Nobel 2007 pour ses contributions au GIEC et qui nous accompagne énormément qui contribue énormément sur les sujets captage de CO2 et développement des nouveaux fuels synthétiques. La société FDE donc est une société avec un business model qui est relativement simple. On est producteur d'énergie, on est multi-énergie, toutes des énergies plutôt bas carbone. On opère aujourd'hui dans 5 pays, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Bosnie et la Norvège. Et les énergies que nous produisons sont de l'électricité, la chaleur, le gaz, l'hydrogène et également le CO2 biogénique. On y reviendra, c'est un axe de développement non négligeable associé avec du captage de CO2. Alors sur ces différentes activités, on a toujours l'ambition d'aller de la conception jusqu'à la production et la commercialisation et la maintenance des sites. Aujourd'hui, nous avons un modèle qui est similaire sur les différents pays, les différentes énergies. Donc, on s'occupe de conception avec nos ingénieurs procédés. On a ensuite la partie développeur classique, je dirais, sécurisation des terrains, sécurisation des autorisations. Ensuite, construction, financement. On a une équipe finance qui s'est élargie pour nous permettre de lever les capitaux nécessaires pour soutenir la croissance de notre portefeuille de projets. Et nous avons d'ailleurs à cet effet renouvelé un partenariat avec le groupe Edmond de Rothschild Asset Management, puisque nous avons levé une nouvelle tranche d'obligations vertes récemment. On est détenteur de nos actifs. L'objectif, c'est de construire des unités de production qui vont perdurer sur 20, 30, 40, 50 ans. Et nous avons cette partie opération. Donc, on est à la fois une création de valeur qui se fait sur les cash flows, mais également sur la partie bilancielle, puisqu'à chaque nouveau site, on crée de la valeur pour nos actionnaires. En quelques mots, les points clés de l'opportunité d'investissement dans FDE, c'est d'avoir une plateforme d'énergie bas carbone positionnée sur des pays dans l'ensemble avec des juridictions qui sont relativement sûres d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue commercial. On est une des seules sociétés en Europe, peut-être au monde, à avoir une empreinte carbone négative grâce à notre activité historique de gaz de mine, où on capte un gaz fatal dans les anciennes galeries minières, on évite son rejet à l'atmosphère et on le valorise en circuit court sous forme de gaz, d'électricité et chaleur. Donc on est aujourd'hui à plus de 3,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 équivalent évitées par an, avec un objectif d'atteindre plus d'1 million de tonnes évitées par an. Donc c'est un impact relativement unique parmi les opérateurs d'énergie en Europe. Une activité qui reste en croissance très forte, même si sur l'année passée, on était sur une période un petit peu de transition où on a mis en place pas mal d'investissements. Cette année encore, on est en grande phase d'investissement et les retombées dans notre secteur prennent entre 2 et 3 ans à se manifester et se traduire
à traduire des investissements et les transformer en génération de cash pour nos actionnaires et pour notre business. Donc, on reste sur une dynamique très forte et les nouveaux développements à la fois sur le gaz de mine, sur le gaz vert, sur l'électricité, sur l'hydrogène, devraient nous permettre d'atteindre très largement nos objectifs 2030 qui sont certes ambitieux sur le papier, mais qui, étant donné le portefeuille de projets qu'on a déjà à ce stade entre nos mains, devraient être atteignables relativement facilement. En quelques mots, les principaux chiffres associés avec notre activité. Donc aujourd'hui, on a 22,5 MW de capacité installée de cogénération. C'est toujours les mêmes unités, des unités de containerisées, standardisées qu'on a installées en France et en Belgique. On a une capacité solaire installée de 65 MW sur 3 pays, la France, la Norvège et la partie Bosnie. Sur cette activité-là, c'est pas un axe de croissance très important pour nous, puisque les rentabilités sur le solaire sont nettement plus faibles que ce dont on a l'habitude sur nos activités et sur nos niches, à la fois gaz de mine, hydrogène et gaz vert. Mais néanmoins, on continue de développer cette activité pour continuer à renforcer notre positionnement d'acteur de territoire sur les zones dans lesquelles nous sommes présents. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, on a un certain nombre de sites en production, 13 sites. L'objectif, c'est de très rapidement installer des nouveaux sites en France sur la partie gaz de mine. Nous étions en attente de certaines autorisations. Ces autorisations progressent. On a l'ambition de signer dans les prochaines semaines les conventions tripartites avec l'État français pour nous permettre d'aller capter sur plusieurs sites supplémentaires le gaz de mine et le valoriser sous forme d'électricité, de chaleur et de gaz. Et donc, ce nombre de 13 sites devrait augmenter relativement rapidement. Et puis, en parallèle, on est en phase de construction importante de nouveaux sites en Norvège principalement, à la fois sur l'hydrogène et sur la partie gaz vert. Un point qui a pas mal évolué, c'est le nombre d'employés. On va y revenir un petit peu plus tard avec le détail de la logique derrière la récente acquisition du groupe Holtec. Mais nous avons renforcé nos capacités d'exécution, ce qui était absolument primordial à nos yeux. Et comme vous le savez, on aime bien garder le savoir chez nous et construire notre base de connaissances et de savoir-faire. Donc, on a préféré intégrer dans nos équipes des compétences supplémentaires plutôt que de faire appel à des parties tierces qui partiraient avec le savoir-faire. Au niveau des revenus, on l'évoquait un peu plus tôt, on est sur un peu plus de 30 millions d'euros de revenus sur 2024. Notre exercice comptable se termine le 30 juin, donc l'exercice 2025 devrait nous permettre de repartir sur une phase de croissance. On reste avec des marges opérationnelles qui sont très élevées. Notre objectif 2030, c'est d'être à plus de 50% de marge d'EBITDA. On est largement au-dessus et on continue de se concentrer, comme je disais, sur les business qui rapportent le plus pour nos actionnaires, plutôt que de se concentrer sur des business comme le solaire avec des rentabilités plus faibles. On est un groupe qui réinvestit le cash qui est généré. On a investi près de 70 millions d'euros à date et là on rentre dans une phase d'investissement très conséquente. On va le voir sur une des pages suivantes, puisque on passe d'investissements qui étaient historiquement sur des unités, sur des projets à 2, 3, 4, 5 millions d'euros. Désormais, on passe sur des investissements de l'ordre de 40 millions d'euros par site. Donc, on change de catégorie et ça va se traduire, bien entendu, dans les années qui viennent par des générations de cash bien plus importantes. Comme vous le savez, on est assez conservateur sur la manière dont on gère notre position bilancielle et notre trésorerie. Aujourd'hui, on a un peu plus de 50 millions de cash en poche, ce qui nous permet de voir venir avec sérénité les prochaines années d'investissement devant nous. On a toujours choisi d'avoir ce confort parce que la pire situation pour nous serait de lancer des projets et de pas être capable de les financer jusqu'au bout. Donc on a ce cash et on a également ces partenariats avec les différents acteurs bancaires que vous voyez sur cette diapositive qui nous accompagnent sur les différents projets que nous développons en Europe continentale et nous sommes en train de monter un pôle bancaire similaire en Scandinavie pour accompagner la totalité de nos projets, principalement en Norvège. Au niveau du ratio d'endettement, on est à un ratio d'endettement qui reste très raisonnable pour une société dans notre secteur d'activité avec des cash flows récurrents
et une visibilité importante sur la génération de revenus et de profits. Comme je disais, on reste sur ce niveau relativement prudent. En parallèle, le groupe est profitable, reste très profitable, et l'objectif c'est d'arriver à horizon 2030 d'être free cash flow positif, pas seulement cash flow opérationnel positif, pour pouvoir envisager de retourner une partie du capital à nos actionnaires. Un point sur la dernière acquisition que nous avons réalisée, c'est une société qui s'appelle Alltech, qui est basée au sud de Bergen, donc sur la côte ouest de la Norvège. C'est une société avec laquelle nous avions travaillé en 2022 pour la construction de la première usine de bio-GNL, donc de gaz naturel liquéfié produit à partir de déchets alimentaires et de l'industrie du saumon. Donc on a construit cette première usine en Norvège qu'on a inaugurée avec le Premier ministre en mai 2022 pour un client qui s'appelait Renovo, qu'on a essayé d'acheter et que ça s'est pas matérialisé malheureusement. Mais nous avions travaillé main dans la main avec cette société Alltech qui nous avait ravis dans sa capacité d'exécution et qui développait à l'époque fortement sa compétence sur trois axes qui nous semblaient très pertinents: le biogaz, l'hydrogène et l'ammonia vert. Et ce sont des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, surtout désormais que nous avons en portefeuille en Norvège des projets biogaz concrets et des projets hydrogène concrets sur lesquels nous sommes en train de lancer les constructions. Et donc, il nous paraissait évident qu'il fallait une capacité d'exécution plus importante que ce que nous avons à ce stade en notre possession en Norvège. Et naturellement, nous sommes tournés vers Alltech pour leur proposer d'intégrer le groupe et d'amener leurs compétences d'ingénierie, d'opérationnel, de système de contrôle, d'électricité et de construction de sites de production de biogaz et d'hydrogène pour nous permettre d'exécuter avec les meilleures chances de succès nos projets, d'essayer de faire baisser notre structure de coûts sur ces projets et de les développer dans les temps les plus raisonnables possibles. Donc c'est ce qu'on a fait avec Alltech. C'est une société qui génère à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avant l'intégration dans notre groupe, et qui a une autre caractéristique, c'est que c'est une société qui est très sollicitée par les acteurs norvégiens et scandinaves pour les accompagner sur des développements sur les activités biogaz, hydrogène, ammonia, comme je l'ai évoqué, mais qui pourrait nous amener d'autres pipelines de projets, puisque la possibilité que n'avait pas à ce stade Alltech, étant donné un bilan relativement limité, n'avait pas la possibilité d'investir dans ces projets aux côtés de leurs clients. Et désormais, on aura cette possibilité avec le groupe F2 qui est capable de prendre ses responsabilités et de prendre des participations dans les projets. Donc, on espère, en plus de cette capacité d'exécution qu'on a évoquée, avoir la possibilité de rentrer grâce à Alltech dans certains projets qui pourraient être pertinents pour nos actionnaires. Si on se projette un petit peu sur la pipeline de projets, on l'a structuré sur trois grands axes: électricité, gaz, hydrogène à ce stade. Je pense que c'est un peu trop tôt pour parler d'hydrogène naturel ou de captage de CO2, qui sont aussi des activités que nous développons en parallèle, mais qui sont encore peu matures. Mais aujourd'hui, sur la partie génération de cash, le gros développement en France, c'est la partie cogénération, puisque l'idée, c'est d'installer sur les sites des Hauts-de-France, sur nos concessions, qui sont un droit exclusif que nous avons obtenu de l'État français pour capter ce gaz fatal et le valoriser. L'idée, c'est de mettre plus de sites en production à la suite de l'obtention des accords d'occupation des trous, des puits qui ont été réalisés par l'État français dans le passé. Donc l'idée, c'est d'accélérer ce déploiement. Et c'est une activité qui, comme vous le savez, est très très profitable. Donc on veut absolument continuer à en faire un socle très fort de notre développement. En France, un petit peu en Belgique également, puisque comme vous le savez, on est déjà présent dans le sud de la Belgique, en Wallonie, avec un site, le site d'Anderlu, sur lequel nous voyons d'autres opportunités et sur lequel également nous avons l'ambition de développer un parc solaire adjacent à notre production de gaz de mine. Si on va sur la partie gaz, il y a deux axes qui sont très importants à garder en tête. Le premier axe, c'est l'axe contrainte d'injection dans le réseau. Jusqu'à maintenant, GRT nous avait contraints sur les dernières années, étant donné les travaux qu'ils faisaient pour uniformiser leur réseau, nous avait contraints sur l'injection.
Aujourd'hui, on aura moins de contraintes. C'est pas forcément reflété dans les chiffres que je vous présente, mais néanmoins, on a l'ambition de produire plus de gaz et de vendre plus de gaz en France à partir de notre activité de gaz de mine dans les Hauts-de-France. Et puis en parallèle, le gros déploiement reste sur ce qu'on appelle RNG, c'est-à-dire Renewable Natural Gas, le gaz, le biogaz liquéfié. Donc là, c'est l'activité qu'on développe principalement en Norvège, où on prend les déchets de l'industrie agricole, les déchets des élevages de saumon, et on transforme ces déchets par une digestion anaérobique en biogaz. Ce biogaz, on va l'épurer et le liquéfier grâce à la technologie CryoPure qui nous est propre et pour lequel nous avons quelques brevets internationaux. Et puis ensuite, pour commercialiser ces ressources gaz et bio-CO2 aux acteurs locaux ou européens, puisque l'intérêt de ces ressources, c'est que c'est des ressources qui ont un marché relativement large. Bien entendu, sur la partie gaz, vous êtes tous familiers avec les opportunités de vente du GNL, mais sur la partie CO2 biogénique, c'est un peu novateur. Aujourd'hui, c'est principalement les petites bulles dans votre Perrier, par exemple, mais c'est également un élément clé pour les développements des fuels synthétiques, ce qu'on appelle les e-fuels, qui se développent rapidement et qui, sur les 10 prochaines années, devraient prendre leur essor. Et la nécessité pour cette industrie d'avoir des volumes de CO2 biogénique qui sont assez conséquents. Donc on voit une opportunité très importante à ne pas produire juste du biométhane ou du bio-GNL ou du biogaz, mais également capter le CO2 et l'épurer et le valoriser euh, pour ces industries de fuel synthétique. Enfin, sur la partie hydrogène, c'est un nouvel axe de développement. On a, en tout cas en Norvège, donc on a récupéré dans le portefeuille de Greenstat, une société qu'on a acquis en début 2024, un premier actif de 1 mégawatt qui était un peu le site pilote sur lequel Greenstat, notre filiale, a fait son apprentissage et nous avons appris depuis l'acquisition de Greenstat. Donc on a 1 mégawatt en portefeuille et on met en production là dans les 18 prochains mois un prochain site qui est le site de Agder, tout au sud de la Norvège, qui sera en production le plus gros site de production d'hydrogène en production en Norvège, avec un investissement initial d'à peu près 40 millions d'euros pour la première phase. Et là, on vient d'obtenir la totalité des autorisations pour avancer et nous venons d'accorder et d'octroyer les deux contrats clés pour ce projet. C'est le projet des électrolyses et pardon, les équipements de ces électrolyseurs qu'on a acheté à ITM, les Anglais, et Ordinger sur la partie compression et qui vont nous permettre de déployer notre projet et de rentrer en production fin 2026 avec probablement pas mal d'annonces dans les prochains mois autour des contrats d'approvisionnement, puisqu'on est en négociation avancée avec une douzaine d'acteurs qui souhaitent acheter l'hydrogène produit dans cette partie-là du monde. Sur la Lorraine, on est aujourd'hui, on va rentrer à partir de fin 2025 dans une campagne de forage pour pour transformer les réserves prouvées de gaz que nous avons certifiées avec l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle et SPRU, l'acteur américain de référence, transformer ces réserves en énergie qu'on va pouvoir valoriser probablement sous forme d'hydrogène. Les discussions sont en cours avec les différents acheteurs, mais il y a un appétit non négligeable d'un certain nombre d'acteurs régionaux en France et de l'autre côté de la frontière en Allemagne pour acheter de l'hydrogène produit à partir de ce gaz mosellan, de ce gaz de la région du Grand Est, qu'on pourrait donc transformer en H2 avec un captage de CO2 associé qui permettrait d'avoir un hydrogène complètement décarboné. Donc beaucoup de croissance sur ces différentes activités, un programme d'investissement qui est non négligeable puisque sur les 3 prochaines années, pardon, on va avoir à peu près 200 millions d'euros d'investissement dans le portefeuille que nous avons devant nous. Je rappelle, pour finaliser les grands objectifs 2030, c'est ceux sur lesquels nous avons communiqué depuis un an. 175 millions d'euros de chiffre d'affaires, 85 millions d'EBITDA et plus de 20 millions de tonnes de CO2 évitées par an, ce qui ferait de nous un leader dans les énergies bas carbone en Europe. Et c'est toute l'ambition que nous déployons avec mon équipe de la Française de l'Énergie. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute pour les questions. Eh bien, merci beaucoup Julien, pour cette présentation qui était très intéressante. Alors on a de nombreuses questions, je vais tâcher de les rassembler et je rappelle juste aux participants que si on n'a pas le temps de terminer cette session de Q&A, on tâchera de répondre à chaque actionnaire par écrit, par email. Voilà.
Alors une première question, je reviens sur vous avez un peu terminé la présentation sur ce sujet. On a un message, vous venez de recevoir la licence donc d'exploration profonde du gisement d'hydrogène en Lorraine. Quand est-ce que vous pensez connaître plus en détail la puissance de ce gisement? Alors, en fait, nous avons obtenu l'autorisation de forage, pas encore le permis exclusif de recherche. Ça sera probablement obtenu d'ici le mois de septembre. Euh, et donc, la campagne forage devrait être lancée d'ici la fin de l'année en Lorraine avec trois objectifs. Le premier objectif, c'est d'aller dans la zone anticipée de génération de l'hydrogène que nous avons mesurée à plusieurs reprises entre 600 mètres de profondeur et 1250 mètres de profondeur. Donc là, on a fait ces mesures et là, on veut aller dans la zone génératrice. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de s'assurer qu'on comprend bien la cinétique, c'est-à-dire la capacité le caractère renouvelable de cette ressource. Et la troisième chose, c'est de pouvoir déterminer les volumes. Extrêmement compliqué puisqu'on n'est pas dans un réservoir classique comme pour du gaz ou pour du pétrole. Donc on est dans une usine, on va dire, à génératrice d'hydrogène sous nos pieds. Et donc il y a tout un sujet de certification des volumes. Tous ces travaux vont être menés donc courant 2026 et l'objectif c'est effectivement que d'ici fin 2026, début 2027, on soit en position de pouvoir, pour reprendre votre expression, connaître la puissance de ce gisement. Un point important à garder en tête également, c'est que ces prochains travaux vont aussi avoir un enjeu technologique puisqu'on va travailler avec un acteur de premier plan français sur la mise en place d'une membrane pour être capable de séparer l'hydrogène de l'eau notamment, pour anticiper une phase de production à terme qui ne nécessiterait pas de remonter de l'eau, mais laisserait l'eau au fond et remonterait uniquement l'hydrogène. Donc 2 ans assez actifs et je pense des réponses beaucoup plus concrètes qui nous seront apportées par nos travaux fin 2026, début 2027. Merci pour ces précisions, Julien, parce qu'effectivement, on a eu plusieurs questions sur le sujet, donc je pense que vous avez pu apporter une réponse. Également, plusieurs actionnaires se demandent quelle est la situation sur la demande de permis des 3 évêchés? Donc le permis de 3 évêchés pour l'information collective, c'est le permis exclusif de recherche hydrogène. Donc, la France a créé en 2023 une catégorie de permis qui ne sont pas les permis hydrocarbures ou autres, c'est des permis hydrogène naturel. C'est la première fois qu'on a ça. On a déposé notre permis, l'instruction est finalisée et on devrait avoir une réponse de la Direction générale de l'énergie et une publication au journal officiel d'ici le mois de septembre au plus tard. Merci beaucoup. Une nouvelle question, les 155 000 tonnes d'engrais sont toujours d'actualité? Point d'interrogation. Je ne vois pas à quoi vous faites référence malheureusement. Bon, alors je peux prendre une autre question. Hem, Quelles sont les nouvelles installations qui vont permettre d'atteindre l'objectif de 85 millions d'EBITDA en 2030? Ouais, il y a plusieurs installations. Bien entendu, nos installations historiques qui vont continuer à tourner sur la partie gaz de mine en France et en Belgique. Et ces installations vont se multiplier puisque on était un petit peu au ralenti sur les 2, 3 dernières années en attente d'autorisation de l'État et de la convention tripartite qui nous permettait d'utiliser des ouvrages supplémentaires ou des puits supplémentaires détenus par l'État qu'on espère signer là dans les prochains mois et donc de repartir dans une phase de croissance du nombre de sites de captage de ce gaz de mine. Donc là, on a une grosse base qui est à la fois génératrice de revenus, mais également très profitable, donc une contribution non négligeable sur la partie EBITDA. Ensuite, les installations de biogaz en Norvège, de bio-GNL en Norvège, bio-CO2 en Norvège, sont des installations qui vont contribuer de manière relativement importante à l'atteinte de ces objectifs. À titre d'exemple, sur le site de Stavanger, qui est le premier site sur lequel nous serons probablement en production. C'est un investissement de l'ordre de 40 millions d'euros, mais qui va nous permettre de générer à peu près 9 millions d'EBITDA annuels. Et comme on l'a évoqué, la prochaine phase d'investissement en Norvège sur cette activité, c'est 3 unités de ce type. Donc, juste avec la mise en production de ces 3 sites, on a déjà 27 millions d'euros d'EBITDA supplémentaires qui vont être apportés à la contribution collective. Donc, ça sera un angle important de notre croissance. Et puis, le point non négligeable, c'est également toute la partie hydrogène verte. Sur la partie hydrogène verte, on a des ratios qui sont relativement similaires sur le projet d'Agder dans le sud de la Norvège. La première phase de 20 mégawatts ressemblerait en termes de génération de revenus à celle
du site de Stavanger sur la partie biogaz, donc à peu près 9 millions d'EBITDA également de contribution. Et la seconde phase nous ferait passer à 60 mégawatts. Donc, on parle tout de suite de, juste sur ces projets norvégiens, une capacité à atteindre nos objectifs indépendamment de nos autres développements qui sont non négligeables par ailleurs. Merci beaucoup pour cette réponse. Nouvelle question, où en est-on de la concession? L'avis environnemental est-il gênant ou bénin? Alors, je pense que vous faites référence à la concession Bleu Lorraine sur la partie gaz, récupération du gaz dans les charbons profonds en Lorraine. Alors, on a l'État sous enfin, le tribunal administratif nous a octroyé la concession. Il y a un appel qui a été effectué contre l'octroi de cette concession qui est en cours. Et donc, c'est un des sujets qu'on souhaiterait régler là dans les prochains mois pour pouvoir accélérer nos campagnes de prochaines campagnes de forage. Il n'y a plus de sujets environnementaux. Tout ça a été réglé depuis assez longtemps sur cette concession. C'est des dossiers qui sont assez lourds puisqu'il y a plus de 1000 pages de travaux, d'études d'impact, d'études environnementales diverses et variées sur lesquelles on a obtenu, et il y a toutes les enquêtes publiques qui ont été réalisées aussi, sur lesquelles nous avons eu un feu vert des autorités et des parties prenantes. Donc il y a ce travail, cette obtention, enfin, cette fin de l'appel qui nous permettra d'accélérer le déploiement de notre campagne de forage en Lorraine et on espère que ça sera réglé d'ici octobre ou novembre de cette année. Mais la concession est bien détenue aujourd'hui par la Française de l'énergie. Merci Julien. Alors une question plutôt technique. A-t-il été envisagé de valoriser la chaleur des cogénérations avec des modules type cycle ORC pour les cas où il n'y a pas d'utilisation de la chaleur pour un réseau en ville? Oui, alors on a travaillé avec 2 sociétés françaises sur ce sujet-là et on n'a pas trouvé d'économicité. Donc à ce stade, on n'a pas avancé plus en avant sur, la mise en place d'investissements ORC. C'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, il y a des calories qui partent à l'atmosphère qui pourraient être, utilisées localement. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'économicité associée à ces investissements, donc on n'a pas appuyé sur le bouton. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez communiquer sur le prix vendu de la tonne d'hydrogène vert en Norvège, plutôt proche de 2,5 € par kilo ou bien plutôt 5? Dans quelle fourchette on se situe? Merci à vous. Alors sur l'hydrogène norvégien, on n'a pas encore signé de contrat d'approvisionnement ou de fourniture plutôt. Ce qui est certain, c'est que c'est que on arrive à acheter l'électricité verte à des niveaux qui sont à peu près 50% inférieurs au niveau que nous pourrions obtenir en France. Donc ça nous permet d'avoir un hydrogène vert compétitif. Par contre, ça serait irréaliste à mon sens d'anticiper 2,5 € du kilogramme. Je pense que la fourchette, c'est plutôt entre 4 et 7 € du kilogramme. Merci pour ces précisions. On a également une question, où en est-on du litige avec GRDF? Alors c'est des litiges, en fait, c'est pas avec GRDF, c'est avec GRT, qui est le transporteur de gaz, donc ceux qui détiennent les canalisations qui permettent l'acheminement du gaz produit à différents endroits euh, en France et ailleurs d'ailleurs. Donc on a gagné devant la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui a reconnu les erreurs de GRT. Et aujourd'hui, on est au tribunal de commerce pour avoir une compensation financière sur le manque à gagner, puisque le rôle de GRT, c'est de permettre aux producteurs de pouvoir commercialiser sa ressource et d'avoir donner accès au marché. On n'a pas pu pendant plusieurs années, enfin pendant plusieurs mois dans les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et même en ce début d'année, injecter pendant plusieurs mois. Donc le manque à gagner associé à cette incapacité d'avoir accès au marché du fait de l'action de GRT est en cours de traitement et donc on espère avoir un résultat du tribunal administratif avec un montant précis octroyé d'ici la fin de l'année. Eh bien, merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de cette présentation. Avant de vous laisser le mot de la fin, Julien, je me permets de rappeler aux participants que nous tâcherons de répondre à vos questions par écrit à l'issue de cette présentation. Et puis, un replay sera disponible dans les prochains jours si vous souhaitez revisualiser cette présentation. Voilà, Julien, je vous laisse conclure.
Oui, merci beaucoup de votre attention. Ce qui est très pertinent à garder en tête, c'est que, la plateforme est déjà très profitable et qu'on est sur une phase de on repart dans une phase de croissance assez importante, qui va se matérialiser par des projets à la fois en France, en Belgique et sur les nouvelles juridictions qu'on développe, hem, en Norvège et potentiellement en Europe centrale. Donc, restez à l'écoute, la communication et les annonces devraient être assez nombreuses sur l'année 2025. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.